Bonjour à tous, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire sur l'éco-paysage. Il est 11h05 bientôt, donc ça nous laisse à peu près jusque midi et quart pour vous présenter ce sujet d'éco-paysage. Ce webinaire va se dérouler bien sûr par la traditionnelle présentation des métiers de Harpas France et de Gondwana, le pôle biodiversité. Nous allons ensuite vous présenter l'offre éco-paysage, une nouvelle offre que nous avons créée au sein du pôle biodiversité avec les compétences transverses du groupe Harpas Trans. Et ensuite, nous aurons quelques échanges sous forme de questions-réponses. Ce webinaire est enregistré, il sera bien évidemment rediffusé. Vous n'avez malheureusement pas accès à votre micro, mais vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser des questions et nous y répondrons en fin de séance. Pour ce webinaire, aujourd'hui, je suis accompagné de Ariane Lénart, éco-paysagiste chez Gondwana, de Vitaly Kaplan, expert carbone et résilience chez Harpas Trans, et de Flavie Benena, chef de projet aménagement. Et pour finir, Victor Lavis, je suis le directeur du pôle biodiversité de Harpas France, aussi directeur de Gondwana. Nous allons passer à la traditionnelle présentation de la société. Harpas Trans est un cabinet de conseil en immobilier durable qui existe depuis maintenant 30 ans au travers de 4 grands métiers que sont le conseil et l'innovation, l'objectif étant d'élaborer des stratégies et des politiques immobilières pour les grands utilisateurs pour travailler sur la performance d'usage et les nouveaux modes de vie. Nous avons un pôle dédié au design et à l'aménagement intérieur pour concevoir et mettre en œuvre des espaces qui concourent à la qualité de vie des collaborateurs, à travailler sur les stratégies du changement, bien sûr, et d'accompagner les utilisateurs dans de nouvelles façons d'utiliser les espaces de travail. Nous avons également un pôle basé sur l'immobilier responsable pour développer des stratégies et des projets qui sont non seulement économes en ressources, mais aussi faiblement émetteurs en carbone et résilient face aux effets du dérèglement climatique. Et pour finir, le pôle Gondwana, le pôle biodiversité de Harpas Trans. Les grands axes stratégiques de la société Harpas Trans sont depuis toujours la transition environnementale et l'adaptation au dérèglement climatique, le confort, le santé et le bien-être par l'immobilier, la transformation digitale et les nouveaux usages. Et pour finir, la biodiversité et le vivant. Le pôle Gondwana, aujourd'hui, existe depuis 10 ans chez Harpas Trans. Il est composé dorénavant de 17 écologues, de naturalistes, d'ingénieurs agronomes, de paysagistes. Nous accompagnons plus de 320 clients, des promoteurs, des foncières, des industriels. Nous réalisons plus de 300 études écologiques chaque année. Nous inventorions généralement plus de 2000 arbres également chaque année. Et nous accompagnons 95 projets biodiversity et Finature qui sont labellisés ou en cours. Et nous comptons une équipe de 7 assesseurs biodiversity et Finature. Gondwana se positionne depuis toujours comme un enjeu aussi, comme une volonté de porter des sujets de recherche. Donc, nous avons également financé 2 thèses, notamment sur des sujets de connectivité écologique que nous avons présentés dernièrement. Les 4 grands métiers de Gondwana sont le conseil et la stratégie, l'ingénierie du vivant, l'éco-paysage que nous allons vous présenter aujourd'hui et la valorisation de la biodiversité. Donc, nous accompagnons nos clients dans l'élaboration de leur stratégie de biodiversité par la création d'indicateurs de biodiversité, de cartographie de patrimoine, de connectivité écologique, d'infrastructures vertes et bien évidemment par de la formation puisque nous ne pouvons pas élaborer une stratégie de biodiversité sans former nos collaborateurs. Nous travaillons bien sûr aussi sur l'ingénierie du vivant, donc les inventaires faunistiques et floristiques, les diagnostics écologiques, des diagnostics de zones humides, le diagnostic des arbres et les sujets de biodiversité grise. L'ingénierie du vivant est aussi une des bases de l'éco-paysage que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous travaillons depuis maintenant quelques mois sur les sujets de paysage au travers d'études paysagères et urbaines, de stratégies et de schémas directeurs, de maîtrise d'œuvre paysage pour réaliser la conception et le suivi de chantier, la gestion écologique des espaces verts que nous connaissons depuis de nombreuses années et l'intégration des nouveaux usages. Ce sujet de la biodiversité, il est important aussi de le valoriser et nous le valorisons à travers des animations, des ateliers, des panneaux pédagogiques et également les certifications comme Biodiversity et Finature ou Éco-Jardin, qui est une certification dédiée à la gestion écologique des espaces verts.
Le déroulé du webinaire va se présenter sur le grand concept de l'éco-paysage, la définition et l'origine de l'offre. L'objectif ensuite sera de vous présenter comment on peut créer des espaces extérieurs qui soient support de biodiversité, comment l'éco-paysage peut être une solution aussi pour adapter la ville au dérèglement climatique et bien sûr démontrer aussi que l'éco-paysage a un lien très fort vis-à-vis des usagers. Et ensuite, nous pourrons conclure. Cette origine, cette offre, elle a une double origine. Elle est basée bien sûr sur le concept, tout simplement, on va dire, du paysage qui existe depuis très longtemps et aussi de l'art, et aussi une volonté de préserver la biodiversité. Vous savez aussi bien que nous, maintenant, nous sommes rentrés dans une phase d'effondrement de la biodiversité, on pourrait même dire l'effondrement de la vie sur notre planète. 60% des populations de vertébrés ont disparu en 50 ans, 30% des insectes en 30 ans. On sait qu'aujourd'hui, il y a une urgence vraiment à traiter ce sujet de la biodiversité et il n'est pas sans rappeler que 50% du PIB mondial dépend des services qui sont rendus par le vivant. Donc, il y a un vrai objectif aujourd'hui d'intégrer ce sujet de la biodiversité, même au-delà des sujets de résilience et d'adaptation au dérèglement climatique peut-être. Ce qui permet de faire aussi le lien avec aujourd'hui, notre sujet d'éco-paysage fait le lien fortement avec le zéro artificialisation net, donc les futures politiques qui vont être évoquées. Le zéro artificialisation net aujourd'hui était encore un concept qui était porté par les politiques publiques et qui tend à se définir sur les prochaines années. Depuis le 30 avril, si je ne me trompe, 2 décrets d'application ont été sortis pour justement définir qu'est-ce qu'une surface artificialisée, qu'est-ce qu'une surface non artificialisée et quelles sont les règles de gestion économe de l'espace que nous devons avoir. Nous allons également aborder un petit peu ces sujets au travers de ce webinaire aujourd'hui. L'éco-paysage, c'est une origine chez nous qui est basée à la base sur l'écologie. Nous avons une équipe d'écologues qui ont des compétences naturalistes, qui ont un objectif de favoriser la biodiversité, de créer, valoriser et bien sûr préserver la faune, la flore et les différents habitats écologiques, de travailler avec les plantes sauvages et de comprendre les fonctionnalités écologiques. Le métier de paysagiste travaille sur la compétence de la conception, sur les sujets d'esthétisme, de l'intégration de l'art, de la mise en œuvre technique des aménagements et pendant très longtemps sur les plantes horticoles. Aujourd'hui, mais même depuis 10 ans, on pourrait croire qu'il y a une confrontation parfois entre la vision de l'écologue et du paysagiste, sauf que tout le monde est conscient que l'objectif commun est de valoriser le vivant et de le préserver. Donc, il y a un réel intérêt à travailler ensemble et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de construire cette offre d'éco-paysage. L'objectif étant de pouvoir démultiplier les compétences et bien sûr travailler ensemble justement pour créer un éco-paysage qui soit en même temps esthétique et en même temps favorable à la biodiversité. Pendant très longtemps, le paysage était travaillé de manière très horticole. On peut penser au Jardin La Française, qui notamment le parc de Versailles est un parfait exemple, qui est un parc qui, au final, ne valorise pas la biodiversité et ne valorise pas l'habitat sauvage. Et c'est aussi pour ça que nous avons décidé de construire cette offre d'éco-paysage. Ainsi, on parle d'éco-paysage quand les compétences de l'écologue rencontrent celles du concepteur. L'objectif est de définir à la base des études scientifiques, naturalistes ou d'agronomes, qui sont des compétences clés au final pour traiter ce sujet du vivant et du paysage. Un second objectif est bien sûr la préservation de la biodiversité qui doit guider le projet paysager. Ce n'est pas le projet paysager qui va forcer la préservation de la biodiversité, mais il faut travailler sur l'état initial, il faut comprendre son site et il faut maintenir la faune et la flore indigène diversifiée qui est présente, diversifier la stratification végétale, avoir une attention qui est portée aussi à la préservation des trames. On en reparlera. Et un objectif également qui est très important, c'est la prise en compte des enjeux écologiques qui rejoint celle des usagers. L'objectif est de faire comprendre et de partager notre message de préservation de la biodiversité. L'éco-paysage chez Arpas France, c'est des missions qui sont déclinées à toutes les étapes du projet. Aujourd'hui, on se positionne en tant qu'AMO paysage
pour sensibiliser les équipes, anticiper les besoins, réaliser des études urbaines, programmer l'aménagement paysager d'un espace extérieur et bien sûr réaliser l'étude de faisabilité de vos projets. L'intérêt ensuite, c'est d'internaliser et d'intégrer l'équipe de maîtrise d'œuvre par la compétence de génie écologique et d'innovation, d'accompagner la mise en place de solutions alternatives et de réduction des impacts, et d'accompagner nos clients dans la conception des différents dossiers qui vont permettre justement le suivi du projet paysager et ensuite de réaliser le suivi de chantier. L'objectif également, et une de nos forces, c'est de travailler très régulièrement sur les sujets de gestion écologique des espaces verts. Et aujourd'hui, de nos pratiques et de notre regard, on sait qu'il est très difficile de concevoir un beau projet et de savoir l'exploiter. Donc, il faut travailler sur la formation et l'acculturation des usagers et même des exploitants, et même parfois des entreprises d'espaces verts. Il faut suivre cette gestion écologique et la valeur écologique du site. Et il faut également améliorer cette valeur écologique tout au long de la vie du site. Je vais maintenant laisser la parole à Ariane Lénart qui va vous présenter l'offre éco-paysage chez Airpass France et notamment comment les espaces extérieurs peuvent être support de biodiversité. Merci Victor, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Donc, je suis Ariane Lénart, de formation ingénieure agronome spécialisée en écologie urbaine et également paysagiste. Et donc, je travaille chez Airpass France en tant que chef de projet éco-paysage. Donc, suite à cette introduction, nous allons tous à plusieurs voix vous détailler un peu les ambitions concernant cette nouvelle offre éco-paysage et en premier lieu, répondre à cette question, donc comment créer des espaces extérieurs qui soient support de biodiversité. Pour cela, un prérequis indispensable, c'est l'étude écologique et paysagère qui se base sur du coup, une expertise plutôt scientifique. Donc, cette étude éco-paysagère, elle va d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle les caractéristiques abiotiques du site de projet, c'est-à-dire par exemple la géologie, la pédologie, l'hydrologie. Ces caractéristiques, elles vont venir vraiment influencer les choix qui vont pouvoir être faits en matière de conception et de palette végétale notamment, parce qu'on ne plante pas les mêmes types de végétaux dans un sol acide que dans un sol basique. En deuxième lieu, l'étude éco-paysagère va s'intéresser au contexte écologique local. Et pour cela, elle peut s'appuyer sur les périmètres d'inventaire et de protection qui peuvent se situer à proximité du site d'étude. Donc l'intérêt ici, ça va être vraiment de comprendre quels sont les réservoirs de biodiversité, quelles sont les espèces qui vont être susceptibles de fréquenter le site d'étude et donc de définir des aménagements en fonction. On va ensuite changer d'échelle et s'intéresser aux vivants sur le site d'étude. Donc pour cela, on va commencer par caractériser les habitats en présence. Donc vraiment faire une cartographie fine des habitats qui existent. On va également faire des relevés de flore, mais également de faune. On peut parfois avoir de très belles surprises. Par exemple, récemment, un renard a été observé sur un site dans un contexte plutôt urbain à Marly-la-Ville. Ce renard, c'est une espèce qui est normalement plutôt discrète. Et en fait, il a été observé avant le début des travaux. Des mesures ont été prises pour permettre sa présence et limiter le dérangement pendant les travaux. Et puis, ce renard, on le retrouve aujourd'hui, après livraison du projet, en phase d'exploitation. Donc voilà, il y a un véritable intérêt à inventorier cette faune et cette flore préexistantes. On va ensuite définir ce qu'on va appeler des espèces cibles pour le projet. Donc pour cela, on peut s'appuyer sur deux concepts en écologie que sont le concept d'espèce parapluie et d'espèce clé de voûte. Donc une espèce parapluie, c'est une espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure également celle des autres espèces appartenant à la même communauté ou à des communautés différentes. Donc par exemple, le triton crété peut être considéré comme une espèce parapluie parce qu'il occupe donc des zones humides et que par sa protection, on va préserver une grande diversité de zones humides et donc une grande diversité de faune qui est inféodée à ces milieux qui sont en constante régression malheureusement, tels que par exemple la grenouille agile, d'autres espèces de tritons ou de crapauds. Le second concept d'écologie sur lequel on peut se baser, c'est le concept d'espèce clé de voûte. Donc, une espèce clé de voûte, c'est une espèce dont dépend la fonctionnalité de l'écosystème entier et sans laquelle de nombreux équilibres biologiques risquent de s'effondrer. Typiquement, l'osmi cornu, qui est un petit pollinisateur sauvage, est une espèce clé de voûte
parce qu'en tant que pollinisateur, la reproduction d'une grande diversité de plantes dépend de cette espèce, mais aussi qu'en tant que proie pour les oiseaux, elle fait partie de la chaîne alimentaire et donc permet le nourrissage d'autres espèces. On va ensuite se concentrer sur un aspect un peu plus fonctionnel du vivant sur le site initial que sont les continuités écologiques. Donc ces continuités, elles permettent le déplacement des espèces à travers le site, mais également entre le site et l'extérieur. Donc il y a un véritable enjeu à les préserver pour permettre en fait une fonctionnalité écologique sur notre site et autour de notre site. Et ces connectivités écologiques, elles peuvent être étudiées à l'échelle donc plutôt locale, comme vous le voyez sur ces images, mais également à une échelle plus importante, donc à l'échelle du territoire, comme c'est le cas sur donc, les trames vertes et bleues, qui sont un outil du SRADET, ancien SRCE. Mais on peut étudier ces connectivités écologiques à grande échelle, également beaucoup plus finement en se basant sur les modes d'occupation du sol. Donc, on va identifier ce qu'on va appeler des réservoirs de biodiversité, ainsi que des corridors qui peuvent mettre en relation ces réservoirs et permettre le déplacement des espèces. Et Arpastrans a notamment sur ce sujet encadré la thèse de Paul Savary sur le sujet de l'utilisation conjointe des graphes génétiques et des graphes paysagers pour l'analyse de la connectivité écologique des habitats. En dernier lieu, l'étude écologique, elle va s'intéresser à ce qu'on va appeler les opportunités et les risques sur le site d'étude. Donc, des opportunités, ça peut être par exemple des arbres existants à conserver, des espaces verts de proximité, la présence de plantes odorifères, d'ambiance sonore agréable ou de vue sur la nature qu'on souhaite mettre en valeur. Au contraire, les risques, ça va être typiquement des infrastructures routières qui sont source de nuisances sonores, de nuisances olfactives ou de pollution. Ça va être la présence de plantes allergisantes ou de plantes toxiques, ou encore la présence de nuisibles. Et en fait, tout le travail de l'éco-paysagiste va être sur le projet d'essayer de maximiser les aménités ou les opportunités et de minimiser les contraintes et les risques. La deuxième étape en fait, de la méthodologie qu'on présente ici, ça va être de formuler et de spatialiser les ambitions écologiques du projet. Donc, le premier concept qu'on défend chez Arpastrans à travers cette offre d'éco-paysage, ça va être de faire avec l'existant. Donc, ce que vous voyez sur la diapo, c'est un exemple concret d'un site sur lequel on a travaillé, qui s'appelle l'îlot Chaptal à Montpellier. En fait, en tant qu'écologue, on est intervenu assez en amont du projet pour identifier que le plan masse des architectes mettait en péril, en fait, empêchait la conservation de certains arbres plutôt remarquables sur le projet. Donc, en fait, on a proposé une alternative à travers un schéma directeur et une autre implantation des bâtiments qui n'enlevait pas de surface de plancher. Et donc, ce schéma directeur a pu permettre la préservation des arbres remarquables existants et c'est la configuration qui a été retenue dans le cadre de ce projet. Outre l'intérêt écologique de conserver ces arbres, il y a également un intérêt paysager, c'est-à-dire que le fait d'avoir des arbres vraiment matures dès la livraison du projet, ça va vraiment servir le parti pris paysager, ça va servir l'esthétique du projet et permettre un effet de continuité en fait, temporelle avec les espèces préexistantes. Ça nous amène à faire un petit focus sur les arbres. Donc, c'est extrêmement pertinent en fait, de conserver les arbres existants sur le projet parce que, notamment en ville, ces arbres rendent une multitude de services. Donc, on va appeler ça des services écosystémiques, c'est-à-dire des services rendus à l'homme par les écosystèmes. Et il y a tout d'abord des services de production, donc de la production de bois, de la production de nourriture dans le cas d'arbres fruitiers, mais également de la production de nourriture pour la faune, à travers la production de pollen, de graines, de nectar, de fruits. Ces arbres ils vont également servir de refuge pour la faune. Il y a une multitude d'espèces qui dépendent de l'arbre pour vivre. Donc, les oiseaux vont nicher dans les branchages. On a également des insectes qui vont se glisser sous l'écorce pour se reproduire et pour vivre. Des écureuils qui peuvent également fréquenter ces branches. Également d'autres mammifères qui vont creuser des terriers au niveau des racines. Et enfin, toute une fonge, c'est-à-dire des espèces de champignons qui vont vivre en symbiose au niveau des racines des arbres.
Il y a d'autres services qui sont rendus par les arbres, notamment en ville, des services de régulation, donc régulation du climat et de la température à travers l'ombrage, l'évapotranspiration. Également le maintien des sols, donc à travers la création de litières et la lutte contre leur érosion. Mais plus que tout, finalement, ce sont des services culturels qui sont rendus aux usagers. En effet, les arbres ils revêtent une dimension symbolique, ils provoquent l'attachement. Voilà, ils génèrent parfois même des levées de boucliers dans le cas de projets où des arbres doivent être abattus, comme on a pu en témoigner récemment sur certains projets. Donc voilà, il y a un véritable enjeu à essayer de conserver ces arbres-là pour également aller dans le sens des demandes des citoyens. On va ensuite essayer, dans le cadre du projet paysager, de définir des habitats qui sont favorables aux espèces cibles, donc les espèces cibles définies précédemment dans le cadre de l'étude écologique et paysagère. Ce qu'on va appeler des habitats favorables aux espèces cibles, c'est par exemple un arbre isolé qui produit des fruits et des fleurs va être favorable à la mésange ou à l'osmie cornu. Un espace ouvert va être un territoire de chasse pour le faucon cresserelle, par exemple. Une zone humide va permettre la reproduction des amphibiens. Une souche, un tas de bois morts va permettre la vie d'insectes qu'on appelle saproxylophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de bois en décomposition. Et enfin, un boisement va permettre l'hibernation de ces mêmes amphibiens, mais également la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux. Là-dessus, il y a un vrai enjeu, essayer de jouer sur la complémentarité des habitats pour permettre à ces espèces cibles d'effectuer la totalité de leur cycle de vie. Donc, par exemple, si on reprend le cas du crapaud commun, cette espèce, elle a besoin de zones humides pour se reproduire. C'est quelque chose qu'elle fait sur la période printemps-été. En revanche, elle va avoir besoin d'un boisement avec une litière pour passer l'hiver, pour hiberner. Et donc, il y a un véritable enjeu à associer ces deux types d'habitats pour permettre à ces espèces d'amphibiens d'effectuer la totalité de leur cycle de vie. Et ces habitats, ils ne sont pas forcément basés sur des structures paysagères végétales. Ça peut être également des micro-habitats qui vont venir servir certaines espèces faunistiques particulières, donc des tas de pierres, des hôtels à insectes, des tas de bois, des petits nichoirs qui peuvent s'intégrer au bâti. Et en fait, ces habitats artificiels, ils peuvent également être déclinés de manière très architecturée et très visible, comme vous le voyez sur cette slide. Donc, de gauche à droite, on a tout d'abord une tour à chauve-souris qui présente de très nombreuses anfractuosités dans lesquelles les chiroptères peuvent venir se glisser. En deuxième lieu, vous avez une tour à hirondelles qui présente de nombreux nids dans lesquels les hirondelles peuvent venir nicher quand elles reviennent après leur migration. Et enfin, tout à droite, vous avez une plateforme de nidification de cigognes. Et en fait, ces espèces de refuges pour la faune qui sont très architecturés, ils peuvent prendre une valeur de totem sur un projet, ils peuvent vraiment venir affirmer le parti pris écologique du projet et voilà, et servir aussi de valorisation de ces ambitions. Et donc enfin, c'est tous ces refuges pour la faune qui sont plutôt minéraux et artificiels, ils peuvent se décliner de manière très très artistique, comme on le voit sur cette slide. Donc ici, on se trouve à mi-chemin entre le génie écologique et finalement le land art. Ensuite, spatialiser les ambitions écologiques du projet de paysage, ça peut également vouloir dire rétablir ou établir des continuités écologiques, comme on l'a vu précédemment. Donc, pour cela, on peut utiliser des éléments très linéaires, comme des haies dans le cas des trames vertes ou des nous dans le cas des trames bleues. Mais on peut aussi essayer de minimiser les impacts des infrastructures fragmentantes pour la faune en générant des passages. Donc, typiquement, en créant des petites ouvertures pour la mésofaune dans les clôtures ou en mettant en place ce qu'on va appeler des épuroducs entre les grands arbres séparés par des routes, ou bien même des crapauducs qui passent sous les routes et permettent le passage en toute sécurité des amphibiens. Maintenant, on va parler plus de palette végétale. Et en fait, dans le cas d'un projet d'éco-paysage, le maître mot pour le choix de la palette végétale, ça va être de diversifier. Donc, cette diversification, elle va pouvoir s'effectuer à plusieurs échelles. La première échelle, ça va être l'échelle des strates. Donc, comme on le voit sur cette slide, on va pouvoir venir diversifier les strates, utiliser ce qu'on va appeler la strate arborée, donc la strate des arbres, la strate arbustive, la strate grimpante, différentes strates herbacées, la strate haute et la strate basse, la strate mucinale, qui est la strate des mousses et des lichens,
Et enfin, la strate hélophyte, donc des plantes qui poussent dans un substrat gorgé d'eau, et la strate aquatique ou hydrophyte, des plantes qui poussent complètement dans l'eau, complètement immergées. Il y a un vrai enjeu à diversifier et associer ces strates différentes pour créer des zones écotonales. Donc, ce qu'on va appeler un écotone, en fait, c'est une zone qui va se trouver à l'interface entre deux strates différentes et qui va être particulièrement riche en biodiversité parce qu'elle va venir recevoir des espèces inféodées à la strate 1, mais également des espèces inféodées à la strate 2 et enfin des espèces qui ont besoin des deux strates pour survivre. Donc, en multipliant les écotones et les interfaces, on va venir vraiment démultiplier la capacité d'accueil de la biodiversité sur notre projet. La deuxième échelle de diversification, ça va être la diversification des espèces. Donc, au sein d'une même strate, on va venir essayer de maximiser le nombre d'espèces implantées et d'éviter à tout prix de mettre en place une strate complètement homogène. Donc, pour les naturalistes et pour les écologues ou pour les gens éclairés qui nous regardent, l'image est ici simplement à titre indicatif, les noms d'espèces ne montrent pas les vraies espèces sur cette image. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, dans une prairie, on peut trouver plus d'une centaine d'espèces floristiques différentes et cette diversité va participer à la résilience de cet habitat. Et enfin, le dernier échelon de diversification qu'on va vouloir aborder ici, c'est la diversification génétique au sein d'une même espèce. Donc ça, c'est une notion qui est plus facile à comprendre quand on l'applique à l'espèce humaine. Nous sommes tous des Homo sapiens. Cependant, la variabilité génétique entre nous va induire une très grande diversité de formes physiques finalement. Donc c'est ce qu'on voit sur les images de gauche. Ici, vous avez 8 individus d'orchis pourpre, donc une espèce d'orchidée. Et vous voyez bien que ces 8 individus sont extrêmement différents morphologiquement les uns des autres. Et en fait, cela va apporter une certaine résilience à cette espèce. C'est-à-dire qu'en cas de crise, certains individus qui ont certains gènes et pas d'autres vont mieux survivre, par exemple. On va venir rechercher ça. Pourquoi? Parce que donc déjà, il faut savoir que dans la filière horticole, souvent les pratiques de production n'induisent pas une très grande variabilité génétique parmi les individus. Souvent, on va avoir recours au bouturage qui va finalement cloner les individus. Donc, on va avoir des individus génétiquement identiques d'une même espèce qu'on va retrouver en Hollande ainsi que dans le sud de la France. Et ça peut poser des problèmes parce que, par exemple, si on prend le cas du platane, donc on va regarder l'image qui est tout en bas à droite. Le platane, il subit depuis quelques années l'attaque d'une maladie qui s'appelle le chancre coloré du platane. Donc, c'est un champignon microscopique qui va attaquer les arbres et dégrader le bois et en fait engendrer une asphyxie et une mort des sujets. Et cette maladie, elle se transmet assez rapidement le long d'alignements complètement monospécifiques, comme on peut le voir le long du canal du Midi, où on a dû réaliser des campagnes d'abattage qui ont vraiment dégradé les paysages. Et en fait, aujourd'hui, une des solutions qui est envisagée pour lutter contre cette épidémie, c'est de diversifier génétiquement les platanes, en fait. Donc, essayer de trouver des gènes de résistance, mais de surtout pas ne créer un seul individu résistant, mais d'en créer plusieurs pour offrir de la résilience à cette population. Et il existe des filières commerciales de commercialisation de végétaux, comme Végétal Local, qui vont assurer la commercialisation de végétaux issus du milieu naturel qui présentent une variabilité génétique entre individus. Donc, ce sont des démarches à favoriser en fait, sur un projet d'éco-paysage. On arrive à une question qui fâche un peu. Donc, c'est celle d'anticiper les effets du dérèglement climatique dans la palette végétale. Pourquoi c'est compliqué? Donc, parce que déjà, on ne peut pas encore prédire l'avenir. On est uniquement sur des projections qui peuvent varier complètement. Enfin, c'est des trajectoires qui peuvent varier en fonction de la réaction de notre société à cette crise climatique. Et là où c'est vraiment difficile, c'est que en tant qu'écologue, on cherche toujours à favoriser des plantes locales parce qu'elles sont mieux adaptées à leur environnement. Mais si c'est vrai aujourd'hui, ça ne le sera pas forcément en fait dans 20, 30, 50, 100 ans. Donc, il y a de nombreux chercheurs qui travaillent sur le sujet. Donc, la carte que vous voyez à gauche, c'est une carte qui montre l'indice de méditerranéité des peuplements végétaux en France, donc qui a été réalisé récemment et qui va nous permettre de suivre dans le temps l'évolution de cette cartographie et des répartitions de végétation. La carte que vous avez à droite, c'est la modification de l'aire de répartition du hêtre en France, donc aujourd'hui à gauche et en 2100 à droite en fonction des projections.
toutes les zones blanches, en fait, ce sont des zones où le hêtre ne pourra plus pousser. Et ça pose vraiment question parce qu'en fait, aujourd'hui, le hêtre, c'est un arbre qui peut vivre plus d'une centaine d'années. Donc voilà, comment on anticipe ces dérèglements en plantant le bon arbre au bon endroit. Et enfin, en dernier lieu, donc, on va essayer, dans le choix de la palette végétale, de vraiment essayer d'étaler les floraisons et les fructifications pour permettre de fournir de la nourriture, en fait, une ressource en nourriture à la faune sur toute l'année. Et donc, pour cela, on va vraiment travailler avec ce type de calendrier. Il y a des espèces qui sont véritablement intéressantes à mettre sur les projets, comme par exemple le lierre, qui a une floraison tardive, donc en septembre-octobre, et une fructification plutôt précoce, donc à la fin de l'hiver et au début du printemps. Et du coup, cette floraison-fructification en décalé par rapport aux autres espèces va permettre de venir amener une ressource en nourriture à un moment où il y en a véritablement besoin. Donc ensuite, on va parler de biodiversité grise. En fait, on ne peut pas simplement favoriser la biodiversité sur le projet. On va essayer également de limiter les impacts causés par les activités humaines sur la biodiversité. Et ça va se faire notamment au niveau de la phase chantier. Donc, pour limiter les impacts, la première proposition, c'est de privilégier toujours un sourcing local. Pourquoi ? D'abord, pour réduire les distances d'approvisionnement et donc réduire l'impact climatique qui sera lié au transport. Ça va également avec une démarche de qualité. On va essayer de minimiser les impacts que peuvent subir les végétaux pendant le transport. Et à ce titre, le rôle d'un éco-paysagiste pour garantir une certaine qualité, ça va être toujours d'aller choisir ces végétaux en pépinière, de repérer leur orientation pour répliquer cette orientation sur le projet et ainsi éviter les brûlures sur l'écorce. Un autre avantage de se sourcer localement, ça va être de choisir des végétaux qui ont grandi dans un contexte climatique similaire, donc qui vont être bien adaptés. Et enfin, de favoriser le tissu économique local en favorisant les acteurs du territoire. Il n'y a pas que les végétaux qu'on va essayer pour lesquels on va essayer de s'approvisionner localement. Il y a également tout ce qu'on va appeler les substrats de plantation, donc la terre végétale. Donc, en priorité, essayer de privilégier le réemploi sur site des matériaux décaissés, donc de la terre végétale décapée, mais tout en respectant des bonnes pratiques de stockage, donc c'est-à-dire éviter la compaction en faisant des andins qui ne sont pas trop hauts, en évitant que les engins roulent dessus, en les disposant sur une légère pente pour éviter que l'eau ne s'accumule dedans et provoque des situations d'anoxie, donc d'absence d'oxygène. Et enfin, on peut essayer d'améliorer les qualités agronomiques de cette terre végétale en faisant un semis d'engrais verts sur ces andins pendant toute la durée du chantier. S'il n'y a pas de matériaux à réemployer sur site, donc de terre végétale, on peut envisager un apport de matériaux extérieurs, donc venant d'un autre chantier, mais en essayant de faire au plus proche et de toujours limiter la distance à 100 km. Et enfin, il y a des démarches très intéressantes d'économie circulaire, donc de fabrication de substrats fertiles à partir de déchets. C'est-à-dire qu'on va essayer de venir réutiliser des matériaux excavés qui sont profonds, donc qui sont normalement non fertiles, de les amender à partir de compost afin de recréer cette fertilité et du coup d'éviter des déchets et de venir recréer de la ressource à partir de ces déchets. Et donc, il y a des initiatives très intéressantes, comme par exemple à Lyon, où Lyon Confluence a mis en place un projet pilote de plantation d'une vaste zone plantée sur un substrat créé à partir de déchets urbains et de compost. Toujours dans cette recherche de frugalité et de sobriété pour limiter les impacts liés au chantier et au projet, on va essayer de toujours faire avec le temps, donc travailler avec des dynamiques naturelles de végétalisation. Ce que vous voyez sur ce graphique, ce sont deux courbes. La courbe vert clair qui est décroissante, c'est la courbe des chances de reprise, et la courbe vert foncé, c'est la courbe de prix en fonction de la force de l'arbre, donc c'est-à-dire de sa taille, de son gabarit. Et ce qu'on voit donc, c'est que plus un arbre est planté âgé et grand, plus son prix va être élevé et plus ses chances de reprise vont être faibles. Mais on pourrait également parler de sa vitesse de croissance, de sa vitesse de développement en fait, qui va également être moins bonne, ce qui fait que finalement un arbre planté jeune
va pouvoir rattraper un arbre planté âgé avec le temps parce qu'il va avoir une vitesse de croissance plus importante. Et en plus de ça, en choisissant des végétaux plus jeunes à la plantation, on va pouvoir limiter les impacts liés au transport. Donc, c'est un parti pris qu'on prend en tant qu'éco-paysagiste de privilégier plutôt l'implantation de végétaux jeunes. Mais travailler avec les dynamiques naturelles de végétalisation, ça peut également vouloir dire ne réimplanter et venir travailler exclusivement avec la bande de graines du sol et venir recréer une forêt simplement en mettant en place la gestion appropriée. Donc, en venant faire passer une tondeuse tous les ans au même endroit, on va favoriser des zones qui vont permettre l'expression d'une strate ligneuse, c'est-à-dire de jeunes arbres et de jeunes arbustes qui vont finalement venir dessiner un paysage alors qu'on est venu planter aucun végétal. Donc ça peut être très intéressant sur des sites où finalement des projets déjà livrés, qu'on veut venir transformer un petit peu, on va pouvoir venir travailler exclusivement sur la gestion pour transformer le paysage. Et enfin, cette logique de sobriété et de frugalité, elle va nous conduire à d'autres types de mise en place de projets d'économie circulaire. Donc, typiquement, on peut identifier sur site des gisements de matériaux tels que du bois mort ou même des résidus de débroussaillage, s'il y en a sur le site initial, afin de créer du plessage, des haies sèches ou même du mobilier à l'aide de grumes de troncs abattus. S'il y a si on a un substrat très pierreux, on va pouvoir conserver ces pierres et venir créer des murets de pierres sèches ou encore des gabions qui peuvent servir d'habitat à de très nombreuses espèces de faune. Et enfin, dans la création de mobilier urbain, on peut également favoriser des entreprises qui créent du mobilier issu du réemploi de matériaux. Donc, typiquement, ce que vous voyez sur cette image, c'est l'entreprise Pin Pure Waste qui crée du mobilier d'extérieur très éthique, très design à partir de déchets finalement. Donc, j'arrive à la dernière partie pour évoquer cette création d'espaces extérieurs support de biodiversité. Ça va être d'anticiper la gestion en établissant ce qu'on va appeler un gradient de naturalité. Donc, en fait, tout comme on peut faire de la gestion différenciée, nous, chez Herpestrance, on va réfléchir à faire de la conception différenciée, c'est-à-dire d'identifier au cours du projet des zones qu'on va appeler de haute naturalité, donc qui vont être dédiées à l'accueil d'une biodiversité intéressante, qui vont être plus sauvages, qui vont faire l'objet d'une gestion très douce ou très ponctuelle. Et donc, on va différencier également des zones de plutôt faible naturalité, donc des zones qui vont être plutôt dédiées aux usagers, qui vont être piétinées, qui vont être très fréquentées, et qui vont permettre plutôt l'accueil de l'usager. Et donc, selon ce gradient de naturalité, on ne va pas trouver les mêmes types de paysages. Donc, dans les zones de faible naturalité qui sont plutôt dédiées aux usagers, on va trouver du mobilier urbain, des haies taillées, des couverts herbacés qui supportent le piétinement comme des pelouses, des gazons, des arbres alignés ou très, très structurés et des plantes horticoles très colorées, odorifères, etc. Au contraire, dans les zones de haute naturalité, on va trouver des structures paysagères qui sont plus champêtres, des refuges pour la biodiversité, des couverts herbacés gérés de manière plus extensive comme des prairies par exemple. Et on va favoriser des végétaux locaux. Et en fait, entre ces deux zones, la zone intermédiaire peut finalement presque être la zone de rencontre entre l'usager et un paysage plus sauvage, qui vont être des zones de médiation entre homme et nature. Et ça, c'est Flavie qui vous le présentera un petit peu plus tard. Donc, j'ai terminé avec ma partie. Je vais maintenant laisser la parole à Victor pour la transition. Merci Ariane pour cette présentation. Je vais demander à Vitaly de me rejoindre et Vitaly va pouvoir vous présenter comment l'éco-paysage peut aussi être une solution pour une ville qui soit plus résiliente, notamment au travers de l'îlot de chaleur urbain et de la gestion des eaux pluviales. Vitaly, la parole est à toi. Merci Victor. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vitaly Kaplan. Je suis directeur de projet chez Herpestrance, en charge entre autres de tous les sujets qui sont liés à la résilience de la ville et du bâtiment. Et donc, à ce titre, je vais vous présenter aujourd'hui les leviers de l'éco-paysage sur la résilience de la ville et du bâtiment, et en particulier deux sujets, on ne peut pas parler de tout, le sujet de l'îlot de chaleur urbain et celui de la gestion des eaux pluviales. Donc, pour commencer, l'îlot de chaleur urbain. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un effet de dôme thermique centré autour de la ville, donc qui engendre des températures significativement plus élevées
au centre-ville qu'en périphérie. Et à Paris, on a déjà constaté des écarts de l'ordre de 10 degrés entre Châtelet et Palaiseau, en gros. Et en général, cet effet-là, il commence à croître en fin d'après-midi, pardon. Il augmente significativement au coucher du soleil et puis il atteint son maximum, en général, au début de la nuit. Alors, quelles sont les causes? Les causes principales, c'est ce qu'on appelle donc l'albédo, le fait qu'il y ait beaucoup de revêtements qui sont minéraux, qui sont sombres, comme du goudron, par exemple, et donc qui absorbent l'énergie solaire pendant la journée, qui vont la restituer le soir sous forme de rayonnement. Et la circulation de l'air, donc le fait qu'il y ait des rues qui soient étroites à Paris, fait que les masses d'air chaudes, elles stagnent, et donc elles réchauffent l'air ambiant au lieu de s'évacuer avec la circulation de l'air. Et puis enfin, bien sûr, les activités humaines, les climatisations, les industries, les voitures, etc. Les conséquences, alors certes, il y a de l'inconfort parce qu'il fait plus chaud, mais cela dit, chez Airpatrans, on considère que les chaleurs urbaines, c'est plutôt un risque qu'un inconfort, et en particulier sur la santé humaine. Et à ce titre, on se rappelle donc, par exemple de la canicule de 2003, qui a entraîné une surmortalité de l'ordre de 15 000 personnes à l'échelle de la France. Et donc, l'effet d'îlot de chaleur urbain, ça augmente fortement le réchauffement climatique et les effets des canicules. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que l'éco-paysage et l'intégration de végétaux permettent justement, pourquoi est-ce que c'est un des leviers principaux pour contrer l'effet d'îlot de chaleur urbain? Eh bien, par exemple, sur le graphique que vous avez au milieu de l'écran, la courbe en vert clair, la courbe du haut, c'est la courbe actuelle des températures à Paris, et la courbe en vert foncé, c'est issu d'une modélisation qui considère une augmentation de la surface forestière de l'ordre de 30%, et puis en Île-de-France, et puis l'augmentation du développement aussi de l'agriculture maraîchère périurbaine et puis le développement des toitures végétalisées, par exemple. Alors, comment ça marche? Il y a deux effets principaux qui sont dans les figures en haut à droite. Le premier, c'est l'ombrage, donc qui crée des zones de confort la journée, bien sûr, là où c'est à l'ombre, mais également, ça impacte la nuit de manière différée, puisque ça veut dire que les revêtements qui sont en dessous reçoivent moins d'énergie solaire et donc rayonnent moins le soir et la nuit venue, donc ça réduit l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et puis le deuxième effet, c'est l'évapotranspiration. Donc ça concerne tout le type de végétaux qui viennent prélever de l'eau liquide du sol par les racines et qui viennent ensuite le retransmettre sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ce phénomène, ça refroidit l'air. Pour entrer dans le concret, à gauche, vous avez une photo qui a été prise donc, en juin 2021, vers 11h30 du matin, vers le solstice d'été. Un jour, il faisait grand soleil. La température de l'air était de 28,5 degrés. La température, par exemple, comme vous voyez sur le capot de la voiture, c'est plutôt de l'ordre de 76 degrés. Sur un revêtement goudron, c'est 48,9 degrés. Et à l'ombre, sur un revêtement plutôt clair, on est à 27,9. Et puis, sur un gazon à l'ombre, on est à 27 degrés. Donc, l'effet, il est énorme. Il y a 40 degrés de différence entre les deux. Donc, c'est un vrai levier là-dessus. Et puis, à droite, c'est un autre exemple qui est pris à Paris. Donc, on a marché en août 2011 à 22h entre la gare de l'Est et le parc des Buttes-Chaumont pendant à peu près 30 minutes. Et donc, on constate une diminution nette des températures lorsqu'on fait ce trajet-là. Alors, ce n'est pas que dû au parc des Buttes-Chaumont, parce qu'il y a beaucoup de choses à Paris qui influent sur les températures, mais il y a une autre conclusion qui est intéressante, qui est de dire que les températures, elles chutent principalement dans les 10-20 derniers mètres proches du parc des Buttes-Chaumont. Et donc, il ne s'agit pas que d'avoir des grands parcs à Paris qui viennent faire des zones de fraîcheur, mais aussi d'avoir des zones qui sont réparties, des surfaces végétalisées qui sont réparties dans toute la ville, par exemple sous la forme de toitures végétalisées. Et quand on regarde au microscope ces effets-là, et même les terrasses les plus petites ont un effet réel et permettent de créer ce qu'on appelle, nous, des îlots de fraîcheur urbains. Donc, on vient renverser un peu le paradigme et créer des zones de fraîcheur l'été. Donc, c'est des véritables zones refuges en cas de canicule, au même titre que le seraient des parkings réaménagés ou des locaux climatisés spécifiquement dans les bâtiments d'habitation collective, ou bien l'ouverture de piscines 24 heures sur 24, comme on commence à faire à Paris en cas de forte chaleur. Ça fait des zones de fraîcheur urbaine. Et c'est là qu'on voit que du coup, l'éco-paysage est important à toutes les échelles. Et pour ça, il faut donc créer des surfaces, donc par exemple en toiture, mais pas que, qui ne stockent pas l'énergie solaire pendant la journée. Donc des revêtements stabilisés, des pelouses, des plans d'eau ou des arbres. Et si par exemple on prend l'exemple des arbres, il y a deux éléments clés en tant qu'éco-paysagiste qu'il faut bien regarder. Le premier, c'est la morphologie, donc la taille du houppier et puis la densité de feuilles. On va chercher des arbres qui ont un ombrage qui est fort. Et puis le deuxième, c'est la consommation d'eau. Alors d'un côté, pour rester efficace en période de canicule, il faut trouver des arbres qui consomment peu d'eau pour ne pas qu'ils meurent ou qu'ils souffrent du stress hydrique. Mais il faut aussi des arbres qui consomment suffisamment d'eau, sinon le phénomène d'évapotranspiration ne se fait pas. Donc on va chercher un compromis en excluant des espèces qui sont trop consommatrices d'eau et qui ne seraient pas résilientes, et puis celles qui n'en consomment pas du tout, qui ne participeraient pas à l'effet d'îlot de fraîcheur. Il y a un autre avantage aussi d'intégrer l'éco-paysage et la végétation sur les bâtiments, c'est le fait d'améliorer l'isolation des bâtiments, principalement l'été.
c'est un peu moins vrai l'hiver, et donc de réduire les consommations de climatisation ou bien le confort d'été tout simplement dans les bâtiments qui ne seraient pas climatisés. Et là, on peut aussi prendre une vision un peu de résilience assurantielle et dire qu'un bâtiment du coup qui bénéficie de ces structures-là, c'est un bâtiment qui ne souffrira pas de réduction de loyer par exemple, ou qui pourra continuer à être assuré parce qu'il fera bon y vivre même quand il fera chaud à l'extérieur. Il y a une étude qui est citée en bas de cette slide, qui a été menée en 2002, qui évalue l'effet rafraîchissant des plantes grimpantes sur un mur. Donc l'expérience est simple, on a pris un mur en aluminium, un mur en brique et un mur en enduit chaud, et on a pris la moitié qui était nue et l'autre moitié qui était couverte par ces trois espèces qui sont affichées à l'écran, la vigne vierge, le chèvrefeuille et la bignonne. Et donc ensuite on mesure les températures au niveau du revêtement de façade. Et les résultats sont des écarts de l'ordre de 20 à 30 degrés entre les deux. Donc là où une façade, typiquement en alu, peut monter à 60-70 degrés pendant la journée quand c'est ensoleillé, grâce au traitement végétalisé, ça peut descendre autour de 30 degrés. Donc voilà un peu pour résumer les différents leviers éco-paysagers dont on a parlé. Puis également à droite, on a beaucoup parlé de végétation, mais l'éco-paysage, ce n'est pas que la végétation, c'est aussi le choix des revêtements, donc des revêtements clairs, des pavés à joints enherbés ou des bitumes perméables qui participent également au phénomène d'évapotranspiration. Le deuxième aléa dont on parle et pour lequel l'éco-paysage est important, c'est celui de la gestion des eaux pluviales. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Il y a trois risques principaux qui sont liés à la gestion des eaux pluviales, qui sont dus au développement de l'urbanisation et à l'imperméabilisation de beaucoup de surfaces. Le premier, c'est les inondations. Donc, n'étant plus absorbées par le sol, les eaux pluviales provoquent des inondations, en tout cas, en aggravent les conséquences. Et on peut rappeler qu'en France, il y a 17 millions d'habitants qui sont exposés aux conséquences des inondations par débordement des cours d'eau, par exemple, et que ça en fait le premier risque naturel en termes de dégâts matériels pour les assureurs. Le deuxième risque, c'est la pollution des milieux naturels, puisque l'eau, elle peut se charger en différents polluants dans l'air ou au contact des toits ou des chaussées, et ensuite elle peut être rejetée dans les milieux naturels. Et puis enfin, c'est la saturation des réseaux et des stations d'épuration. Donc, comment l'éco-paysage peut nous aider à améliorer la gestion des eaux pluviales, donc en prévoyant des espaces qui permettent de stocker, d'infiltrer ou d'évaporer l'eau à la place, en tout cas toute ou partie de l'eau qui tombe du ciel, à la place de les renvoyer vers les réseaux d'assainissement. Donc, quelques exemples de solutions à disposition de l'éco-paysager, il y en a beaucoup. Donc, il y a la végétalisation des toitures, dont on a déjà un petit peu parlé. Et puis, les toitures, ça peut sembler petit, prises une par une à l'échelle de la ville, mais en réalité, ça couvre une surface tout à fait significative de la ville. Aussi, on cite souvent les contraintes de structure quand on veut poser du substrat, puisque ça pèse quand même assez lourd. Mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de substrat. Par exemple, avec 10 cm d'épaisseur de substrat, on considère qu'on abat une pluie de 8 mm, ce qui représente en réalité 80% de la pluviométrie annuelle en volume, et donc qui est tout à fait intéressant. On peut aussi avoir des plantations en pied de façade, donc des plates-bandes, des jardinières qui peuvent récupérer l'eau issue des gouttières qui viennent du toit. On peut avoir aussi le fait de supprimer des bordures des espaces végétalisés ou d'installer des bordures qui sont ajourées ou des grilles perforées comme celles qui sont ici pour éviter que l'eau ne s'écoule à quelques centimètres de là où elle pourrait s'infiltrer, voire donc de niveler les emprises imperméables vers les emprises perméables comme c'est le cas sur la photo au milieu, ou carrément un écoulement gravitaire par des petits canaux qui aussi font partie de l'éco-paysage. Et puis enfin, l'infiltration dans les sols, ce n'est pas la seule solution pour envoyer moins d'eau de pluie dans les réseaux. On peut aussi jouer sur l'évapotranspiration, qui ne peut pas négliger, comme on peut le voir sur la photo de gauche. Et ça, toutes les surfaces y participent, même les surfaces imperméabilisées, pour peu qu'elles permettent de stocker l'eau pendant un certain temps. Et donc, ces ouvrages permettent de retenir l'eau et ensuite qu'ils s'évaporent. Et de la même manière, sur les exemples qui sont à droite, dans les parcs, les jardins, on peut créer des noues, on peut créer des pelouses inondables, donc il y aurait un double usage. Lorsqu'il fait beau, comme aujourd'hui, et qu'on profite du soleil, on peut aller bronzer sur la pelouse. Et lorsqu'il pleut beaucoup, eh bien, ça peut servir de rétention d'eau en attendant l'infiltration et l'évaporation à la place d'aller dans le réseau, quitte à aménager ces espaces, comme c'est le cas en bas à droite, pour permettre aux usagers de profiter de ces espaces-là, même quand ils sont inondés. Voilà pour les devis. Merci beaucoup, Vitaly, pour cette présentation du rôle que peut jouer justement un projet éco-paysager dans la résilience et l'adaptation au dérèglement climatique. Flavie m'a rejoint maintenant pour vous parler un petit peu du lien justement que l'éco-paysage peut créer entre l'homme et la nature. Merci Victor. Donc, bonjour, je suis Flavie Benena, je suis architecte et architecte d'intérieur et je travaille au sein du pôle aménagement des espaces de travail, donc chez Arpas Trans.
Donc, je vais en effet maintenant parler du lien entre l'homme et la nature. Donc, un premier axe sur le fait que donc, l'homme et la nature, il y a une vraie dépendance qui est inhérente. Un deuxième axe sur la santé, le confort et le bien-être par la nature pour les usagers. Et enfin, un dernier axe sur l'intégration des usages récréatifs et culturels dans les espaces verts pour bénéficier de tous les avantages de la nature auprès des usagers. Donc, l'histoire en fait de la relation entre la nature et l'humanité, elle pourrait être résumée comme une évolution de la maîtrise de l'homme envers celle-ci, que ce soit à travers l'agriculture ou la construction de nos bâtiments. Mais en fait, ça nous pose dans une posture de maître où l'on oublie que quelque part, nous sommes dépendants à la nature et que l'on en tire des bénéfices non seulement matériels et alimentaires, mais aussi physiologiques et spirituels. Donc, depuis une vingtaine d'années, la communauté scientifique, les architectes ainsi que les urbanistes ont pu étudier, documenter ainsi que confirmer les bienfaits que la nature apporte aux hommes. Et tout cela en s'appuyant sur des comparaisons entre des zones dénaturées et des zones où la nature prend toute sa place. Donc, là, on voit sur la slide que 41% des Français ont oublié ce que c'était que vivre une véritable expérience de nature. Et donc, la question est pourquoi ? Justement parce qu'aujourd'hui, notre écosystème, c'est la jungle urbaine. Pourtant, 93% des Français considèrent que le contact avec les plantes, les végétaux et les jardins est un aspect important de leur équilibre au quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous proposons de répondre à ce besoin de nature par l'intégration de la biophilie dans nos réflexions. Donc la biophilie, c'est un terme qui signifie amour de la nature. Et donc on l'illustre aujourd'hui par une citation de Edward Wilson qui a lancé en fait une pensée qui consiste à remettre les humains au cœur de la nature. Donc c'est celle-ci: la biophilie est l'attraction innée des êtres humains aux autres organismes vivants. La vie qui nous entoure est bien supérieure en complexité et en beauté que ce que l'humanité ne pourrait jamais rencontrer. Donc, il y a une réelle importance en fait de nourrir ce lien homme-nature, car non seulement on a un désir de nature, un véritable désir de nature, mais également un besoin. Mais on sait aussi que la nature nous fait du bien. Donc ici, on a des exemples un peu chiffrés que les scientifiques ont pu démontrer par le biais de nombreuses études et qui nous prouvent que la nature non seulement permet une amélioration de la santé physique et mentale, elle nous permet d'être en meilleure santé, mais elle nous permet aussi d'être plus performants. On a par exemple ici un exemple qui nous dit que des enfants qui se trouvent dans une classe qui est naturellement éclairée ont une vitesse d'apprentissage augmentée de l'ordre de 20 à 26%. Sur cet exemple-ci, donc on vous présente l'exemple du Shinrin-yoku, ou bain de forêt. Donc c'est une étude de Boom Gym Park qui a montré qu'une marche dans un environnement forestier par rapport à un environnement urbain permettait de faire baisser non seulement la pression artérielle, mais aussi le rythme cardiaque et ainsi que le cortisol. Et dans le même temps, ils ont remarqué qu'il y avait l'activité parasympathique qui est manifestée chez l'homme lorsqu'il est détendu, qui était augmentée de 56%. Donc, le Shinrin-yoku, ou ce qu'on appelle chez nous plus communément la sylvothérapie, est même recommandée au Japon par les autorités de santé.
Donc, nous venons d'aborder en fait les bénéfices chiffrés apportés par la nature et nous allons voir maintenant comment le projet d'éco-paysage peut contribuer à notre santé, à notre confort, mais aussi à notre bien-être. Le projet de paysage doit non seulement minimiser les impacts négatifs, mais aussi maximiser les impacts positifs. Donc, aujourd'hui, on note que le nombre de personnes allergiques augmente vraiment de manière très significative et le projet d'éco-paysage doit prendre en compte cet aspect en limitant notamment les espèces allergisantes. Par ailleurs, il y a un vrai enjeu à limiter l'usage des plantes toxiques dans les environnements qui sont fréquentés par les enfants. Et pour ce qui est de maximiser les apports positifs, on a vraiment un vrai levier sur l'invitation des usagers à la promenade ou à la pratique du sport. Donc, en plus des impacts positifs sur la santé que l'on vient de voir, le végétal va nous permettre non seulement d'intimiser les espaces et de mettre à distance de certaines nuisances extérieures au projet. Ça pourrait être une rue bruyante, mais ça peut aussi être une vue désagréable. Mais ça nous permet également d'apporter du confort thermique, comme on a pu le voir précédemment avec la partie que Vitaly a développée sur la création d'îlots de fraîcheur et de véritables refuges en cas de forte chaleur pour les usagers. Donc, l'aménagement des espaces extérieurs permet aussi de favoriser l'appropriation des espaces et deviennent vraiment une partie intégrante du parcours utilisateur au quotidien. Donc, ces aménagements, ils peuvent être aussi bien multifonctionnels que flexibles, facilement appropriables, mais surtout ergonomiques, et peuvent devenir le vecteur de bien-être et de socialisation. Donc, nous venons de voir comment le projet d'éco-paysage peut influencer notre santé, comment il nous apporte du confort, mais également favoriser notre bien-être. Et nous allons maintenant voir l'importance d'intégrer des usages récréatifs et culturels. Donc, en fait, le sujet de la nature chez Arpas Trans, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse depuis longtemps. Nous avons notamment soutenu le développement d'une thèse d'une ancienne de nos collaboratrices, Hortense Serret, sur les espaces verts d'entreprise en Île-de-France. Et donc, elle s'est intéressée à interroger 5000 collaborateurs d'entreprises franciliennes qui bénéficiaient d'espaces verts dans le cadre de leur espace de travail. Et donc, ce qu'on retient de cette étude, c'est que la fréquentation des espaces verts qui étaient gérés de manière intensive était fréquentée à 55%, alors que dans le même temps, les espaces verts qui avaient une gestion beaucoup plus favorable à la biodiversité, avec des alternances de prairies, de pelouses, étaient quant à eux fréquentés à 71%. Donc ici, nous, ce qu'on retient, c'est que les paysages qui nous attirent le plus sont les paysages sauvages, donc quitte à concevoir des espaces verts, autant que ce soit des espaces qui nous attirent et qui permettent aux collaborateurs et aux usagers d'en tirer les plus grands bénéfices. Donc le projet d'éco-paysage, c'est aussi l'occasion de stimuler les 5 sens. Donc, on a de nombreux moyens pour cela, pour stimuler notamment la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Donc, ça peut être, par exemple, comme on vous le présente sur cette slide, une plateforme d'observation, mais ça peut aussi être la mise en scène des chants d'oiseaux. On peut aussi venir créer des bacs potagers avec des animations et du coup provoquer le toucher qui intervient assez peu finalement
au quotidien, voilà, toucher la nature. Ça peut aussi passer par l'intégration d'un verger ou la plantation de baies de type fraise ou framboisier pour donner aux utilisateurs et aux usagers l'occasion de goûter la nature, mais ça peut aussi passer par l'intégration de plantes aromatiques qui vont venir aiguiser le sens de l'odorat. Donc en fait, les espaces d'extérieur, ils peuvent accueillir une diversité d'usages, qui soient donc, comme on le dit, récréatifs et culturels, et qui permettent à l'usager de vivre une expérience positive de la nature. Donc on a des usages qui sont assez traditionnels, comme jardiner, se détendre, jouer ou même faire du sport, mais on peut aussi proposer des usages plus novateurs, comme travailler ou donner des cours à l'extérieur. Donc ça passe par des aménagements très spécifiques. Ici, donc, le projet d'éco-paysage, on le voit aussi comme un support de sensibilisation, notamment par l'installation de panneaux pédagogiques, mais aussi de refuges pour la faune ou encore d'installation de points d'observation. Cela permet de faire partager et de faire découvrir la biodiversité qui nous entoure aux usagers. Et pour terminer, donc sur cette partie, on souhaitait mettre l'accent sur la sensibilisation des usagers à la nature. De même que les artistes du sublime au XIXe siècle utilisaient la grandeur de la nature et induisaient une certaine fascination vis-à-vis d'elle, le fait de sensibiliser et de communiquer sur la nature permet d'augmenter l'engagement écologique. Nous avons conclu récemment dans le cadre d'une étude réalisée avec l'Observatoire Spinoza, l'enseignement suivant, à savoir qu'on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on touche. Donc c'est vraiment important à ce titre de communiquer et de sensibiliser les usagers pour aller vers une conscience écologique plus importante. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Flavie. Je vais du coup pouvoir conclure ce webinaire sur l'éco-paysage. Vous l'aurez compris, l'objectif de notre offre est bien sûr de pouvoir ancrer les projets paysagers dans une approche systémique du vivant. Le vivant étant essentiel à notre bien-être, à notre survie également. Il est indispensable de travailler le sujet de l'éco-paysage par le vivant dans un premier temps. Dans un second temps, nous pouvons aussi anticiper notamment les impacts du dérèglement climatique pour participer à la résilience urbaine, de valoriser les usages et les services pour favoriser le bien-être et créer des liens qui sont sensibles et fonctionnels, et bien sûr de paysager pour avoir une nature reconnectée à l'homme et à son environnement à travers la biophilie que nous a présentée Flavie. L'objectif étant pour nous de pouvoir travailler à une échelle sur des études urbaines, paysagères, schémas directeurs, de valoriser des actions dans le cadre d'une stratégie RSE, et bien sûr de suivre et améliorer les valeurs d'usage et les services qui sont rendus par la nature, de travailler sur une conception où on a une revalorisation d'un espace extérieur. Éventuellement, ce sujet d'éco-paysage peut tout à fait être compatible à des sujets de certification. On pourrait penser à du biodiversity, du EFI Nature ou de l'éco-jardin. Et bien sûr, un des objectifs est de suivre, d'améliorer la gestion écologique des espaces verts et d'accompagner les entreprises d'espaces verts dans cette amélioration des pratiques de gestion écologique. Concrètement, ça donne quoi? Vous l'avez vu, l'objectif étant de créer des lieux de détente, de convivialité, de partager de la signalétique pour proposer vraiment une signalétique qui soit pédagogique, ludique, novatrice, de pratiquer les usages extérieurs et en même temps de travailler sur tous les sujets qui peuvent être liés au confort, que ce soit des sujets de confort climatique ou acoustique. Pour le vivant, c'est une palette végétale très indigène, diversifiée, avec une valorisation des strates végétales, l'intégration dans son contexte écologique initial, qui est le prérequis du sujet éco-paysage, et voire même d'avoir une vision, je dirais,
patiente du paysage, ne pas essayer d'avoir tout de suite. La nature, c'est un processus long qu'il faut prendre en compte et qu'il faut valoriser. Il faut travailler également sur les aménités biophiliques du végétal à travers l'essence, nous l'avons vu, d'intégrer la faune au travers des espèces parapluies ou des espèces, d'autres espèces cibles, et de travailler sur la gestion écologique des espaces verts. Nous vous remercions beaucoup pour votre écoute et votre patience. Il est 12h08. Nous avons un devoir de vous libérer à l'heure. Nous allons pouvoir répondre aux peut-être quelques questions qui ont été posées, que je vais regarder tout de suite. Peut-être une question pour Ariane, si tu peux nous rejoindre. Flavie, tu peux rester, si tu veux. On va faire un grand angle. Ariane, on a une question de l'UNEP concernant le choix de la palette végétale. Comment prenez-vous en compte la production végétale locale qui n'est pas encore assez développée pour répondre à l'ensemble des marchés ni fournir de multiples espèces souhaitées? Oui, alors c'est une très bonne question, on se la pose aussi. Le premier élément de réponse qu'on peut apporter, c'est que en fait, nous, jusqu'à maintenant, on a été dans une démarche de dessiner la palette végétale à partir du disponible et non l'inverse. C'est-à-dire, on ne va pas créer une palette végétale sur un projet et ensuite voir qu'est-ce qui existe en labellisé. On va au contraire regarder les disponibles de végétaux qui sont publiés chaque année parmi les producteurs et de là va découler la composition de la palette. La deuxième chose, c'est que l'offre, en fait, elle est générée par la demande. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler les producteurs pour manifester son besoin. Et c'est comme ça qu'en fait, sur le long terme, on va pouvoir construire une filière qui marche mieux. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il existe des pépinières qui ne sont pas labellisées végétales locales, mais qui ont des pratiques similaires, qui sont très, très vertueuses aussi. Donc voilà, il faut essayer de travailler avec ces pionniers-là, finalement. Il y avait une autre question que, à cause d'une fausse manip, j'ai supprimée, mais c'était quel était le producteur de mobilier extérieur issu du réemploi. Donc, ça s'appelle Pimp Your Waste. Voilà, en 3 mots. Merci beaucoup, Ariane. Je vous en prie. Flavie, on a une question qui semble un petit peu complexe. Je pense qu'on ne pourra pas forcément répondre à tout. Okay. On nous demande si on a déjà comparé le bien-être ressenti et les réponses hormonales du système parasympathique entre une balade dans un milieu naturel, entre guillemets sauvage, Oui. et une balade dans un parc urbain paysager. Et si oui, quelles en sont les conclusions? Alors, je ne crois pas, dans l'ensemble de mes recherches, avoir vu ce type de comparaison. On arrive plutôt sur des comparatifs entre une balade, vraiment, il y a eu la balade dans la nature, dans la forêt, mais il n'y a pas eu de comparatif d'une balade urbaine. Après, le seul autre comparatif qu'on a pu voir entre le milieu urbain et la nature, c'était d'afficher une image de nature pendant 90 secondes et une image de ville pendant 90 secondes. Et l'image de nature provoquait un état d'apaisement et de sérénité vis-à-vis du paysage urbain. Mais je réponds pas vraiment à la question posée. Il y a encore beaucoup d'études qui sont à lancer d'ailleurs sur ces sujets de bien-être qui est lié par la nature et cette valeur entre on va dire l'espace vert ou l'espace végétalisé horticole et l'espace végétalisé sauvage. Mais bien sûr, d'autres choses pourront forcément se développer encore et les sujets de biodiversité étant aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, ces sujets-là seront développés. On a une question également, peut-être encore pour Ariane, mais j'ai l'impression que le temps va être un petit peu juste sur comment on peut justement se concerter avec les habitants et la population pour travailler ces sujets d'éco-paysage. Oui, donc pour répondre à cette question, alors des méthodes de concertation, elles existent, elles ont déjà été expérimentées par de nombreux acteurs. Pour cela, j'ai envie de dire, il faut déjà, il y a un gros plus à connaître le preneur quand on fait le projet.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une meilleure appropriation d'un espace vert quand il y a eu concertation à la base et quand on est venu vraiment répondre à une envie, à un besoin des populations locales. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaiterait pousser de notre côté. Merci beaucoup, Ariane. Il reste quelques questions auxquelles on répondra peut-être par mail. L'objectif étant de pouvoir vous libérer à 12h15 et on va respecter notre objectif. Nous vous remercions beaucoup pour votre écoute, votre participation et nous restons à votre disposition pour échanger au besoin. Merci beaucoup. Merci.